Permettez-moi tout d'abord de remercier Philippe Chiron de m'avoir permis de vous présenter cette histoire de la chirurgie de l'enfant à Toulouse entre 1600 et 2020. Toulouse est une vieille cité qui a un trésor. Ce trésor, c'est la création en 1720 de l'Académie des sciences et en 1801 de la Société de médecine et de chirurgie de Toulouse. Or, des chirurgiens ont participé d'emblée à la création de ces deux sociétés. Et c'est à partir des comptes rendus de ces sociétés que j'ai pu retrouver l'histoire de la chirurgie de l'enfant. Vas-y. Cette histoire se passe dans 3 hôpitaux. La première période se passe à l'Hôtel-Dieu entre 1600 et 1923. C'est une longue période pendant laquelle la spécificité de l'enfant ne sera pas reconnue et les enfants seront opérés par des chirurgiens généralistes. La deuxième période se passe dans l'hôpital de la Grave, qui est un petit peu plus loin, dont vous voyez au fond le dôme. C'est une étape extrêmement importante, puisque la création d'un service de chirurgie infantile et d'un poste de professeur de chirurgie infantile et orthopédie témoigne de la reconnaissance de l'enfant. Cette fois, les enfants seront opérés par un chirurgien généraliste, mais spécialiste de l'enfant. C'est une courte période et nous passons maintenant à la troisième qui se passe à l'hôpital Purpan, qui est un peu excentré de Toulouse, qui va de 1946 à nos jours. Cette période est marquée par une explosion technologique qui va justifier l'hyperspécialisation des chirurgiens. Commençons par l'Hôtel-Dieu. La première période, je l'ai divisée en 2 parties. Une partie qui va de 1600 à 1800, qui est dominée par les chirurgiens Barbier. Qui sont-ils? C'est une corporation née aux environs de 1230 et qui va permettre la formation de ces chirurgiens. Elle est très importante, cette corporation, parce qu'elle s'oppose à l'université qui a délaissé la chirurgie pour des raisons religieuses. On voit ici défiler la corporation des chirurgiens dans la partie haute de cette image sur les corporations. Elle est importante, la corporation, parce qu'elle assure une formation pratique du chirurgien. En effet, elle est basée sur la dissection anatomique, l'aide opératoire, mais aussi, comme l'a dit Ambroise Paré, sur la guerre. D'ailleurs, les chirurgiens feront partie de ceux qui ont participé à la mise en place de la théorie de l'empirisme par Francis Bacon en 1605. Ces chirurgiens vont donc connaître les techniques anciennes et récentes, celles d'Hippocrate, de Galien, d'Apulcassis, de Cordoue, Vézal, de Padoue ou Ambroise Paré de Paris. Passons et revenons à Toulouse. L'Hôtel-Dieu va avoir des chirurgiens à la suite d'un concours. Et ceci à partir de 1545. On peut dire que pendant ces 200 ans, environ 50 chirurgiens barbiers seront recrutés à l'Hôtel-Dieu. Mais on retrouve la notion de corporation puisque bien souvent ce sont des familles de chirurgiens. Et 3 familles vont dominer cette période, les Villars, les Viguerie et les Larrey. Quel est le statut des chirurgiens à l'Hôtel-Dieu? Au début, il n'est pas très bon, puisqu'on est sous la direction des médecins. Et ce n'est qu'en 1745, de façon
définitive, les chirurgiens obtiennent l'autonomie. Ce sont des chirurgiens mi-temps qui ont droit d'avoir un cabinet en ville, mais ce sont surtout des chirurgiens généralistes. Ils font de l'ophtalmologie, de l'ORL, de la chirurgie digestive ou urologique. Qu'en est-il de la chirurgie à l'Hôtel-Dieu à cette époque? Je ne suis pas capable de vous dire combien d'enfants malades ont été opérés parce qu'il y a une confusion avec les enfants abandonnés. Ce que je sais, c'est comment ils se répartissent dans l'Hôtel-Dieu. À partir de 1630, selon le sexe, parce qu'il y a des salles d'hommes et de femmes, et à partir de 1735, selon la pathologie chirurgicale ou médicale et le sexe. Les conditions d'hospitalisation de ces enfants, disons-le clairement, elles sont mauvaises. D'abord parce qu'il y a plus de malades que de lits, mais aussi parce qu'il n'y a pas de salle d'opération, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La première salle d'opération apparaît en 1806 à l'Hôtel-Dieu. Alors, comment opère-t-on? Bien, c'est une table qui est située au fond de la salle d'hospitalisation. Et maintenant, pour bien comprendre, imaginez un enfant de 12 ans qui vient d'être hospitalisé, qui ne trouve pas sa place dans un lit et qui entend quelqu'un se faire opérer sans anesthésie. La crainte qu'il devait avoir. De plus, la mortalité est très importante. J'ai repris les registres des décès de l'Hôtel-Dieu entre 1794 et 1795. J'ai supprimé les enfants de moins de 1 an parce qu'ils sont très probablement des enfants abandonnés. J'arrive au taux de 15,5% de mortalité d'enfants, ce qui est énorme. On peut dire que peu d'enfants survivent. Le seul point positif que j'ai trouvé, c'est que je n'ai pas vu de limite à la survenue des familles pour voir leurs enfants. Venait-il? Je n'en sais rien. Quelle est la base de données? Eh bien, pendant cette période de 1600 à 1800, j'ai retrouvé au XVIIe 13 observations de chirurgie infantile, dont 5 cas de malformation congénitale opérés à la naissance. J'avoue que cela m'a intéressé, je ne m'y attendais pas, j'étais persuadé qu'on opérait les enfants à la naissance à partir du XXe siècle. Et nous le reverrons. Après, il y a 37 observations de chirurgie infantile au XVIIIe, et on voit que la chirurgie est générale, intéresse aussi bien les infections, l'hydrocéphalie, la hernie étranglée, et surtout la maladie de la pierre. Cette maladie de la pierre, on oublie de dire que c'est une maladie de l'enfant mâle entre 1 et 15 ans, et qu'elle se traduit par un calcul vésical, qui justifieront d'ailleurs parfois une certaine spécialisation de cette époque. Ce sont les chirurgiens qu'on a appelés lithotomistes. Voyons un peu ce qu'il ressort de ces observations. J'ai bien sûr pris les malformations congénitales opérées de la naissance, et dans le livre de Pierre Borel, qui est un chirurgien de cette époque, il note d'emblée, à propos de cela, il faut lutter contre ces sages-femmes qui les étouffent comme des monstres. En un mot, parfois, on voit que quand ils naissaient avec une déformation, pas forcément une malformation pas très importante, on avait un autre système pour ne pas suivre ces enfants. Et il décrit les syndactylies à propos de 2 cas. Ce sont des doigts des mains joints par une membrane et il les sépare au moyen d'un scalpel, avec, dit-il, de bons résultats. C'est une technique très connue, décrite par Aboulcassis au XIIe siècle. Et apparemment, ça marche. Il est évident que ça ne pouvait pas être une syndactylie complexe avec fusion osseuse. De même, il parle de 2 cas d'imperforation anale. Et il dit que ce sont des enfants avec le fondement non percé et on fait une ouverture de la membrane avec une lancette.
Et les deux enfants ont survécu. Alors, il est évident, pour qui connaît un peu la perforation anale, que si vous ne faites rien, l'enfant meurt, mais que d'autre part, il y a des enfants pour lesquels ils n'ont sûrement pas pu les opérer, c'est quand vous avez un rectum qui est beaucoup plus haut que la membrane anale. Ça, c'est une chirurgie trop compliquée. Enfin, ils ont opéré dès la naissance une fente labiale simple, c'est-à-dire sans fente palatine associée. Ils ont traité ça par la suture entortillée. C'est une technique qui est assez récente pour l'époque, elle date de 1738. Vous avez un exemple, voyez la lèvre supérieure, eh bien vous avivez les deux côtés de la lèvre, puis pour les rapprocher, vous prenez 3 aiguilles en or que vous passez de chaque côté de la lèvre, et avec un brin de soie cirée, vous faites des 8 de telle façon à ce que les deux morceaux soient au contact et que vous puissiez avoir une cicatrisation. C'est important de faire ça, parce que grâce à ça, l'enfant va pouvoir être allaité à sa mère ou à une nourrice, et donc survivre. Quel chirurgien barbier ai-je retenu de cette époque? Mais j'en ai retenu 2. Le premier, c'est Jean Viguerie. C'est le premier de la tradition familiale. Il est reçu et il devient chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu en 1776. Je l'ai retenu parce qu'il a présenté un mémoire à l'Académie de chirurgie de Paris sur l'hydrocèle congénital. C'est intéressant parce qu'il décrit le mécanisme, il explique que le testicule descend avec le canal périto-vaginal vers la bourse et que ce canal se ferme spontanément à peu près au moment de la naissance. Mais si il participe, alors on a un hydrocèle congénital. Dans un premier temps, il va ponctionner l'hydrocèle, mais constate que ça récidive et décide alors de faire un pansement compressif sur le canal inguinal de façon à aider la fermeture de ce canal. Ce qui est intéressant, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sabatier qui, dans son traité de médecine opératoire de 1796, nous dit, alors qu'il y a des références nombreuses des autres pays, il dit c'est la première description mondiale de cette affection. Le second, je vais prendre Jean-Jacques Rigal. Jean-Jacques Rigal, c'est un Tarnais qui arrive à Toulouse à 15 ans comme chirurgien gagnant maîtrise à l'Hôtel-Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un interne qui va passer 10 ans de sa vie à l'Hôtel-Dieu où il va apprendre la chirurgie et il aura la maîtrise de chirurgien. Il partira ensuite passer 1 ou 2 ans à Montpellier, puis il deviendra chirurgien à l'hôpital de Gaillac. En 1785, il est encore entre les deux, entre Toulouse et Gaillac, et il présente à l'Académie des sciences de Toulouse 3 cas de mort apparente du nouveau-né. Je ne vous donnerai que la dernière observation. C'est une femme qui est enceinte, qui décède, et on fait une césarienne pour sortir l'enfant. En fait, l'enfant est en état de mort apparente. Et là, Rigal prend 2 plumes d'oie, les met dans les narines et va souffler, va faire une insufflation pendant une demi-heure. Et puis, il a cette phrase merveilleuse, il dit « L'enfant revint à la vie, après un frémissement au niveau du cœur, il ouvrit la bouche, remua le bras, et j'ai presque envie de dire, il va lui dire merci. » Mais là où notre ami Rigal est un peu spécial, c'est qu'après avoir fait un accouchement d'un enfant mort-né à domicile, il prend l'enfant chez lui, ou le ramène à l'hôpital, je n'ai pas très bien compris, et il lui fait une thoracotomie et une laparotomie. Et il se met à souffler dans la bouche, et il dit, je gonfle l'abdomen, et je souffle dans les narines, je gonfle les poumons, donc il affirma l'importance de l'insufflation nasale dans l'état de mort apparent. Alors, est-ce que c'est un novateur? Si on prend le XVIe siècle, il y a un Italien, Bagelardo, qui écrit qu'on réanime le nouveau-né en soufflant dans la bouche ou à la rigueur dans l'anus
si l'enfant est en gauche. Alors ça, je ne sais pas si cette technique est encore utilisée par mes camarades, mes ex-camarades de réanimation, mais elle est assez curieuse. Par contre, si on prend les livres d'obstétrique de l'époque, Ménard ne parle pas de l'état de mort apparente. Portal dit il faut suspendre le nouveau-né par les pieds et lui souffler au visage. La première qui en parle vraiment, c'est Baudelot qui dit il faut retirer l'éclair de la bouche, puis souffler dans la bouche en pinçant le nez. Donc, est-ce que Rigal est un novateur? Oui, c'est un novateur à ce propos. Voyons la deuxième période à l'Hôtel-Dieu, elle est un petit peu plus courte, elle s'étend de 1800 à 1923. Elle est intéressante d'abord parce que le chirurgien généraliste n'est plus un barbier chirurgien. Il est interne, il est passé par l'internat des hôpitaux avec une qualification universitaire. Il est toujours recruté sur concours, il est toujours mi-temps, mais il va bénéficier, dans ce 19e siècle, de trois choses importantes. L'anesthésie générale, qui apparaît aux États-Unis en 1846, et regardez comme les choses vont vite. La première intervention sous anesthésie générale faite à Toulouse se fera un an après sur un enfant qui a un calcul vésical. Mais c'est aussi et surtout l'hygiène, car le lavage des mains date de 1840, l'antisepsie avec le phénol date de 1867, et puis il y a les gants, et enfin et surtout les microbes de Pasteur. Comment, à travers ça, on va le voir dans les hôpitaux, cette évolution? J'ai eu la chance de retrouver trois patrons du service de chirurgie de Toulouse, de l'Hôtel-Dieu, qui ont fait le bilan. Le premier en 1837, le second en 1854 et le dernier en 1890. Qu'est-ce que nous apprend ce tableau simplement? D'abord, que le service de chirurgie, ça ne représente pas beaucoup de malades, c'est 1000, à peu près 1000 malades, adultes et enfants par an. Que là-dessus, on en opère pas beaucoup, entre 10 et 15%. Donc vous voyez, sur 1000, il n'y en a que 100 qui sont opérés au maximum. Avec, et là, j'ai le pourcentage d'enfants, entre 10 et 14% de décès pédiatriques. Donc vous voyez, de cette époque, on opère quand même très peu, on a peur, et il y a quand même une mortalité très importante. Passons au dernier, Janel, patron du service en 1890. Lui, sur la même année, il opère 400 malades sous anesthésie générale ou parfois locale. Et il opère là-dedans environ 9 à 10% d'enfants. C'est presque la normale. Et surtout, il abaisse la mortalité de moitié. Alors bien sûr, c'est important, si vous remettez au jour, c'est 0,002. Donc, c'était beaucoup, mais enfin, c'est un énorme progrès qui se passe dans ce 19e siècle. Et on le retrouve parce qu'ils vont publier. Et cette fois, j'ai retrouvé, pendant ces 130 ans, 13 publications toulousaines de chirurgie infantile. Alors déjà, ce chirurgien généraliste que nous avons connu, ce n'est plus le même. Il ne fait plus d'ORL, il ne fait plus d'ophtalmologie. Notons entre-temps que M. Esca, qui était le patron du service d'ORL, avait fait le bilan de son année en 1895. Il opérait 50% de ses interventions étaient faites chez l'enfant. Ce chirurgien continue la chirurgie classique que nous avons vue aussi bien en viscéral, en traumatologie. Mais la maladie de la pierre a disparu. Ah, ça c'est étonnant. On la connaît depuis, depuis les Égyptiens. Comment a-t-elle disparu? Tout simplement parce qu'au cours de ce 19e siècle, on va s'intéresser à l'enfant et on va améliorer les conditions de la société et surtout nutritionnelles des enfants qui font que cette maladie disparaîtra spontanément. Mais regardez comme l'anesthésie permet l'extension de la chirurgie vers quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, qui est la chirurgie fonctionnelle, une chirurgie pas forcément nécessaire.
Et je vais vous en prendre 3 exemples où on peut vivre avec ça. L'hypospadias. Eh bien, la première chirurgie qui permet de mettre le méa urétral à sa place se fait en 1852. Les Pieds-Beaux, avec Delpech, qui allonge le tendon d'Achille. Rappelez-vous, Talleyrand, il a toujours eu, c'est un génie, qui a toujours eu une chaussure. Maintenant, on va peut-être se passer de la chaussure. Et le dernier exemple est le plus particulier, spécifique. Cet enfant a 15 ans. Il a un génie valgum rachitique énorme. 30 ans avant, on le laisse dans son village marcher comme ça. On ne va pas y toucher. Là, on va lui faire une ostéotomie tibiale bilatérale. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a des progrès, le risque infectieux est majeur à cette période et limite la chirurgie de l'enfant. Non. Attends, que retenir de cette partie de l'Hôtel-Dieu? Eh bien, je vais vous citer le professeur Arthur François Célestin Aldibert. Personne ne le connaît. Il a fait 4 publications. J'en ai retenu 2. La première, en 1894, il publie sur l'ostéomyélite du nourrisson. Alors, il nous dit, à propos de 36 cas, il nous dit que c'est au niveau de la hanche, mais ça, on le savait. Mais il a 2 termes importants. Il va dire, c'est une ostéoarthrite et c'est une urgence chirurgicale, il faut faire une arthrotomie. C'est la seule façon d'éviter le décès de l'enfant ou d'avoir une séquelle grave. Cette publication, vous l'aurez dans toutes les publications de l'ostéomyélite pendant 50 ans. Et puis un jour, elle disparaît. Pourquoi? C'est Troueta en 1950 qui dit non, il s'est trompé, la localisation initiale n'est pas épiphysaire, elle est métaphysaire. Mais c'était un beau travail. Pourquoi ça ne passe pas? Ah non. La deuxième publication d'Aldibert, c'est sur le croup. Le croup, c'est la diphtérie laryngée, c'est une angine à fausse membrane qui va entraîner la mort de l'enfant par suffocation. C'est terrible. Et Bretonneau, qui l'avait décrite, dit il faut faire des trachéotomies. Alors Aldibert va en faire. Il va en faire 147 et il va les publier. Et il a 110 morts et 37 guérisons. On peut déjà douter des 37 guérisons parce qu'il y a des angines à fausse membrane qui ressemblent à des croupes sans être des croupes. Et puis surtout, tout va disparaître parce que la même année, on découvre la sérothérapie et en quelques années, la diphtérie disparaîtra de tout. Mais quel courage il faut à un chirurgien pour oser présenter 147 cas avec 110 morts. Qui ferait ça aujourd'hui simplement pour apprendre à ses collègues que ce n'est pas le bon traitement? Je trouve que ces chirurgiens de l'époque de l'Hôtel-Dieu m'ont impressionné parce qu'ils ont fait beaucoup de choses dans des conditions difficiles. Et j'ai de l'admiration pour eux. Mais au terme de tout ça, vous vous dites, mais pourquoi la spécificité de l'enfant n'a-t-elle pas été reconnue à tous? En effet, le contexte intellectuel du XVIIIe fait que pour la première fois, on nous dit l'enfant est différent de l'adulte. Je vous rappelle qu'on demande de revenir à l'allaitement maternel. Et Rousseau parlera même de remède miracle à propos de l'allaitement maternel. Pour prendre un terme récent, les lanceurs d'alerte, il y en a eu. En 1781, 1795, 1845, j'ai retrouvé dans les comptes rendus de l'Hôtel-Dieu, la mortalité infantile est effrayante. Et puis, en 1890, arrive le doyen Courbet, qui fait une analyse de l'hôpital et il dit il faut séparer les enfants des adultes. C'est une affaire de dignité humaine. Et puis enfin, il suffit de regarder autour de nous. Paris a un hôpital d'enfants depuis 1802, avec un service de chirurgie infantile. Bordeaux a un hôpital d'enfants depuis 1886. Il y a un service de chirurgie infantile à Lyon, Lille, Montpellier, et puis d'autres villes, bien sûr. Alors pourquoi ce retard? Quand on cherche, il y a 3 hypothèses. Il y a d'abord l'absence de volonté.
je crois qu'il n'y a pas eu de volonté médicale ni administrative pour changer les choses. Il faudra attendre M. Kobe pour avoir une autre vision de l'hôpital et de l'université. Il y a aussi le fait que ces chirurgiens, ils luttent à leur façon contre l'infection, puisqu'ils opèrent en privé. Et rappelez-vous cette statistique terrible de l'époque. Vous avez un mort pour 18 accouchements à l'hôpital contre un mort pour 250 accouchements à domicile. Mais, en fait, attendez, il y a un petit problème. Et en fait, il faut revenir à Aldibert. Il faut revenir à Aldibert parce que Aldibert est intéressant. C'est un Tarnais qui a fait commencer ses études à Toulouse et puis il est parti à Paris. Il a été interne des hôpitaux de Paris et il a passé 1 an aux enfants malades où il a appris la chirurgie infantile. Et dès la fin de son internat, il revient à Toulouse et Janel va le nommer professeur de pathologie externe, qui est pathologie. Ça veut dire professeur de chirurgie à Toulouse. Et avec une mission, il a une activité exclusive de chirurgie infantile. Malheureusement, 4 ans plus tard, il meurt à l'âge de 33 ans. Je n'ai pas pu trouver pourquoi, mais à partir du moment où vous n'avez plus de formateur, vous n'avez plus de formation, la chirurgie infantile est arrêtée et elle ne reverra d'existence que 27 ans plus tard. Nous passons donc à la deuxième période, hôpital de la Grappe, 1924-1946. La spécificité de l'enfant est reconnue. Il y a un service de chirurgie infantile, un professeur de chirurgie infantile et orthopédie, c'est-à-dire qu'on a un professeur qui fait de la chirurgie générale, spécialiste de l'enfant. Ce professeur, c'est Henri Cobet, qui est passé par l'internat de Paris et donc par l'hôpital des enfants malades. Oh, c'est un petit service. Il est au 2e étage de l'entrée de l'hôpital de la Grappe. Il y a 16 lits de garçons, 11 lits de filles, et c'est une toute petite équipe. Il y a un chef de clinique, un anesthésiste, un interne, un bureau, une salle d'opération, une salle de pansement qui sert aussi de salle de consultation. Et il est chargé, ce service, de prendre les enfants de la naissance à 15 ans. Alors, de cette période, voyons le positif. On a éloigné les enfants des adultes et de l'infection qui régnait à l'Hôtel-Dieu. Ça, c'est important. Mais grâce à Kobe, on a pris en charge la luxation congénitale de la hanche. Oh, attention, ce sont des enfants qui marchent, hein, ce n'est pas chez le nourrisson. Et aussi, on fait les premières chirurgies de l'invagination intestinale. Mais il y a beaucoup de négatifs. L'hygiène n'est pas bon. La salle de pansement, par exemple, communique avec la salle des filles. Il n'y a pas de vestiaire. Il n'y a pas de lit spécifique pour le nouveau-né. La radiologie, en réalité, est à l'Hôtel-Dieu. Donc, ça fait quand même, il faut amener l'enfant 500 mètres plus loin. Au fond, et là commence la diminution de la place de la famille, qui est réduite au minimum, c'est-à-dire 2 heures par jour. Au fond de cette période, la vétusté, les mauvaises conditions d'hygiène font que ces chirurgiens sont prudents et qu'ils vont préférer la réduction orthopédique à la réduction chirurgicale. Et surtout, ils attendent un hôpital neuf. Cet hôpital neuf, il apparaîtra avec Purpan. Mais Purpan est fini pratiquement en 1940, mais on ne pourra l'utiliser qu'à partir de 1946. Et pour la première fois en 1946, on a un rapprochement médico-chirurgical de la pédiatrie. L'obstétrique n'apparaîtra que plus tard. Comme vous pouvez le voir ici, c'est sur cette vue d'avion de l'hôpital Purpan, c'est un bâtiment qui est situé tout à fait au fond de Purpan, avec 2 services, un service de pédiatrie de 140 lits
et un service de chirurgie de 80 lits. Vous voyez que les services à l'époque étaient immenses. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que pour la première fois dans ce bâtiment, il y a un service de prématurés, une pouponnière pour les nourrissons, il y a même des appareils de radio transportables avec des manipulateurs et même une école hospitalière. Comme ça marche bien, c'est plein très rapidement, donc il faut agrandir. On fait un premier agrandissement en 61 en mettant un deuxième bâtiment devant ce bâtiment. Et puis en 63, on fait une barre entre les deux pour les réunir. Ce qui permet de créer un laboratoire de biochimie, un service de radiologie et une piscine qui ne marchera jamais. Ce qui va changer cette période, c'est le plein temps. Plein temps illégal, puis plein temps hospitalier. Car pour la première fois, grâce à ça, on va pouvoir faire des équipes chirurgicales étoffées et stabilisées. Et dès lors, on va s'orienter vers la spécialisation. Une fois de plus, ce seront les pédiatres qui vont commencer, avec la réanimation de la néonatologie. Mais il y a déjà ceux qui s'intéressent à un organe. La spécialisation chirurgicale sera plus douce, plus lente, mais elle se fera. On aura un service d'orthopédie avec M. Pasquier, un service de chirurgie viscérale avec M. Juskiewski. Mais là encore, comme c'est bien, comme ça marche bien, eh bien, c'est plein, les structures sont trop petites, la modernisation est impossible, et donc, il faut l'hôpital des enfants que nous aurons en 98. Permettez-moi de rappeler comment ça s'est passé. Entre 1994 et 1998, il y a eu un comité d'administration et de médecins qui était chargé de l'élaboration de l'hôpital des enfants. Je vais me souvenir de deux moments curieux. Le premier, c'est le choix du projet. En effet, ils demandent un projet architectural, ils vont en recevoir 7, et ce comité en annule 5 et en garde 2. Et là, on nous demande de voter. Le personnel médico-chirurgical vote à 80% pour le projet A. Eh bien, nous aurons le projet B. C'est la première fois que j'ai compris ce que c'était que la démocratie participative. La seconde, c'est la localisation de cet hôpital dans Purpan. Au départ, il est localisé au centre de Purpan. Mais les architectes disent, mais ce n'est pas possible, parce que vous avez 3 étages de galeries sous-jacentes, on ne peut pas le faire. Donc, on va le transférer. Mais pour ne pas perdre le projet, qui risquait d'être annulé, on décide de le mettre dans la plaine, juste à côté, en descendant de Purpan. Mais c'est une plaine inondable. Donc, on va faire le même hôpital, mais au lieu de mettre, comme c'était prévu, les blocs au sous-sol, on les mettra simplement au rez-de-chaussée. Peut-être que ce que je vous dis vous paraît critique de l'hôpital. Non, je vais remercier ceux qui l'ont fait parce que c'est important et vous verrez pourquoi. Philippe Dousto-Blazy, Monsieur le Marié et Jacques Ghisolfi, qui était un pédiatre, président de CME. Pourquoi je dis ça? Parce que la fonctionnalité de cet hôpital, pour moi, a été parfaite. Et surtout, je ne vais pas discuter, oui, il y aura une piscine, ben, celle-là, elle fera comme la première, elle n'a jamais marché, elle a perdu de l'eau 3 semaines après. Mais ce qui est important, c'est que l'architecture a permis une ambiance pédiatrique. C'est-à-dire qu'un hôpital d'enfants, on pourrait dire, c'est triste. Mais là, vous avez de grands espaces qui permettent aux enfants plus ou moins valides de courir, de faire du vélo, de discuter, de rire, de s'amuser avec d'autres enfants. C'est une ambiance agréable qui fait oublier que l'enfant est hospitalisé. On aura aussi une organisation spécifique, puisque nous serons les premiers à ne plus avoir de services, mais des unités de pathologie, ce qui a permis une optimisation des lits. Mais ceci n'est valable et n'est possible que s'il y a parité entre médecins et chirurgiens. Alors, de cette période récente, que retenir? Là encore, il y a 2 périodes. 1946-1968, pour la première fois, on va prendre en charge toutes les malformations néonatales, et nous le reverrons. Et puis de 69 à 2020,
cette période que vous connaissez bien, on peut dire qu'il y a une explosion technologique et qu'elle va obliger ce chirurgien spécialiste de l'enfant à rentrer dans l'hyperspécialisation sur organes ou un tissu. Voyons la première. Première période, il y a ce qui apparaît, c'est qu'il y a l'antibiothérapie avec la pénicilline en 46 et la streptomycine en 50, qui vont faire disparaître d'abord un dogme, celui de la chirurgie d'emblée dans l'infection. Mais surtout, on va guérir des gens. Mais on va aller. Donc, on aura moins de mortalité, mais on va avoir des séquelles. Et ça, ce n'était pas prévu. Il va falloir avoir de l'imagination pour traiter ces séquelles. Et puis, à côté de ça, il y a l'anesthésie. Pour la première fois, l'intubation trachéale du nouveau-né est possible en 52. Et surtout, en 53, il y a l'anesthésie en circuit fermé, c'est-à-dire intraveineuse, avec ventilation assistée. Et là, on se dit, on a tout pour opérer les malformations. Alors, je vais prendre deux équipes. Une équipe qui va s'intéresser aux malformations digestives ou rachidiennes néonatales, qui est l'équipe de chirurgie infantile avec M. Virenque, M. Pasquier et M. Larenque. Ils commencent cette chirurgie en 55, dès qu'on a toute cette anesthésie. Et puis, ils vont publier en 58, 59 et 60. Je ne vais pas vous parler des techniques, de l'atrésie du duodénum ou de l'ésophage, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je voudrais vous parler de l'approche intellectuelle de ces chirurgiens. Il faut se souvenir qu'ils ont tous été internes, chefs de clinique dans le service de chirurgie infantile. Et ils ont opéré des nourrissons. Et ils ont eu peur, ou ils ont eu des ennuis. Parce qu'Ombredan, en 1906, a décrit le syndrome pâleur-hyperthermie du nourrisson, qui, quand il survient, en péropératoire ou post-opératoire, l'enfant meurt. Et donc, quand ils commencent à opérer ces nouveau-nés, ils ont une hypothermie. Et donc, ils se disent, c'est favorable. Hélas, là encore, 58, première publication, 100% de décès. Ils comprennent qu'il faut réchauffer, on va passer à 40, puis à 10%. C'est intéressant de voir le raisonnement de ces pionniers, comment ils ont fait, comment ils ont pu faire. On a l'impression que pour nous, tout est facile, mais regardez avant. Et puis, vous avez eu la chirurgie cardiaque néonatale. Là encore, c'est une équipe de chirurgie cardiaque d'adultes, mais qui se dit, maintenant, il faut s'intéresser à l'enfant. Donc, ils vont commencer, dans ces malformations, à faire de la chirurgie du canal artériel. Et ils en opéreront 28 cas avec 28 bons résultats. Mais c'est encore insuffisant. En 61, il y a la chirurgie à cœur ouvert. Alors, on va opérer des cardiopathies d'enfants. Mais ils ont entre 8 et 16 ans avec 9 bons résultats et 3 décès. Mais ce n'est pas la chirurgie néonatale qu'il faut faire avec les cardiopédiatres. D'autant plus que la circulation extracorporelle de refroidissement est apparue. Et là, pas de volonté médicale ou administrative du CHU, des combats personnels en réalité. Et donc la clinique Pasteur prend un chirurgien, M. Bada, et le cardiopédiatre, José Martinez, et va leur donner les conditions nécessaires et suffisantes pour faire de la bonne chirurgie. Une salle d'hémodynamique, une salle d'opération et 4 lits de réanimation pédiatrique. L'année d'après, 1971, il publie 71 cardiopathies néonatales opérées, 71 bons résultats. L'hôpital des enfants ne retrouva, grosso modo, la chirurgie cardiaque néonatale qu'à la retraite de notre chirurgien et du cardiopédiatre. Ceci est un exemple, mais il faut bien se souvenir que l'enfant, vous ne pouvez pas en faire n'importe où. Il faut que la réanimation soit à proximité, sinon on aura des ennuis. Pour la deuxième et dernière période de cet hôpital Purpan, c'est la période 69-2020. Les chirurgiens sont en plein. Il y a une explosion technique. Regardez tout ce qui est apparu pendant cette période que vous connaissez, le scanner, le PET scan, la polychimiothérapie, la génétique, l'arthroscopie, la microchirurgie et même la robotique en 2010.
Et pour l'enfant, le système EOS qui permet de diminuer la quantité de rayons X, surtout la prise en charge de la douleur. Je vous rappelle de la fable qui a traîné pendant jusqu'au XXe siècle que le nouveau-né n'avait pas de problème de sensibilité. Heureusement, avec enfant d'eau, cette douleur sera prise en charge. Mais aussi les laboratoires d'analyse de la fonction. Et donc, là, on se dit, mais tout est possible, à une condition, c'est que le chirurgien s'hyper spécialise, parce qu'il ne peut pas utiliser toutes ces techniques. Il ne peut pas être le roi de l'arthroscopie, de la microchirurgie, de la robotique. Donc, il faut l'hyper spécialiser. Et je vais vous prendre deux exemples. D'abord, les cancers des os de l'enfant. Au-delà du fait que les trois types sont bien connus, les publications toulousaines entre 1600 et 1950, il y en a eu deux. Je parle à Toulouse. Une en 1785 qui décrit ce que c'est qu'un ostéosarcome sans traitement. Celle de 1895 de Janel, à propos d'un adolescent de 15 ans qui a un ostéosarcome de l'omoplate, à qui il fait une amputation interscapulo-humérale, ce que vous pouvez voir sur la photo. Malheureusement, cet enfant meurt 6 mois après par métastase pulmonaire. Et quand on passe sur cette observation, prenons les livres, les deux grands livres de chirurgie infantile. 1914, Broca écrit « Les bons résultats en matière de cancer des os de l'enfant sont des erreurs d'anatomopathologie ». Et en 1844, M. Ombredan, dans son livre, dit, et c'est peut-être la phrase la pire qu'on puisse faire pour moi, « La chirurgie ne guérit pas, mais supprime les douleurs ». Terrible, parce que j'ai connu cette époque où on amputait en sachant et en ne croyant surtout pas, en réalité, à ce traitement. Et puis, mes successeurs ont eu de la chance. 1990, ils ont eu l'IRM, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et là, tout change. De la résection de la tumeur avec conservation du membre et 75% de survie. Deuxième exemple, très différent, le myéloméningocèle. C'est un enfant qui naît avec une ouverture de la moelle épinière et des racines à la peau. La localisation est variable, mais elle est en général dorso-lombaire ou lombaire, ou lombo-sacré. La conséquence, c'est qu'en fonction du siège, tout ce qui est au-dessous est paralysé. C'est une paralysie motrice, sensitive, sphinctérienne. Il s'accompagne du fait d'une malformation d'Arnold-Chiari, d'une hydrocéphalie. Le traitement était classique. On faisait une plastie cutanée pour fermer le myéloméningocèle et la plupart du temps, on mettait un drain intracrânien. J'ai suivi avec Jacques Moscovici pour l'urologie 140 myéloméningocèles. En 1998, Pierre Le Barbier a repris les vieux dossiers dans le cadre d'une enquête nationale faite par le professeur Gressens. Je vous donne la conclusion la plus simple. Le myéloméningocèle entraîne un handicap majeur pour l'enfant et une charge familiale énorme. 1980 apparaît le dépistage échographique obligatoire. Prenons 25 ans de recul après ce dépistage. Nous mettons en 2005 la prévalence du myéloméningocèle chez des enfants nés vivants, mort-nés ou après interruption médicale de grossesse est de 5 pour 10 000. La prévalence du myéloméningocèle né vivant en 2005, 1 pour 10 000. Donc, il y a beaucoup d'interruptions médicales de grossesse. On peut dire en 2020 qu'il n'a pas disparu, mais le chiffre est relativement bas. Quant à la chirurgie anténatale qui est programmée pour certains, je n'ai pas vu pour l'instant de chirurgie de résultats qui puissent nous permettre de continuer. Ceci va me permettre de faire une conclusion globale sur le chirurgien.
Nous sommes partis du chirurgien Barbier à partir de 1600 et nous sommes arrivés à un chirurgien pédiatre de l'an 2000. Je dirais que c'était exactement les mêmes. Tous ces chirurgiens n'avaient qu'une envie, traiter tous les enfants, quel que soit l'âge et leur pathologie. Mais à partir de 1990, les choses commencent à changer. Car maintenant, c'est la société qui fixe par les lois les limites, les indications et notre façon de voir l'enfant. C'est pour ça que je crois qu'il faudra reprendre tout ça dans 100 ans. Je vous remercie. C'est moi qui fais la Alors, bonjour à tous. Jérôme, tu es arrivé. Alors, on te laisse diriger la discussion de cette passionnante communication et nous voyons tous les difficultés qu'il y a pour créer une spécialité. Je suis arrivé malheureusement avec un peu de retard parce que j'avais du retard à la consultation. Mais bon, c'est qu'on est de plus en plus débordé. On a de plus en plus de travail, de moins en moins de moyens. Donc, on verra l'évolution, peut-être pas dans 100 ans, mais assez rapidement de ce qui nous attend. Vous m'entendez bien là? Très bien. Parfaitement bien. Tu nous as répété la phrase de 1960. Trop plein, trop petit. Plein trop petit, trop, je ne sais pas trop, trop quoi. Mais enfin, en tout cas, je remercie Jean-Philippe Cahuzac pour cette conférence et surtout d'avoir écrit ce livre sur l'historique de la chirurgie pédiatrique. C'est toujours bon de savoir, d'avoir une connaissance de l'histoire, d'où on vient et ce qu'ont été nos aînés. Et c'est toujours, même si parfois les jeunes ont tendance à dénigrer l'histoire et veulent se projeter vers l'avenir, c'est toujours très intéressant de connaître le passé pour ne pas commettre certaines erreurs dans l'avenir. Donc, c'était très important d'avoir cette historique, cette conférence. Et puis, je tiens à remercier le professeur Cahuzac pour tout ce qui nous a amené à l'hôpital des enfants, parce que je suis son élève. Et si je suis là aujourd'hui, et si le service est quand même bien représenté et déborde de patients, malheureusement, puisqu'on ne peut plus les opérer, c'est grâce à lui, grâce à tout ce qui nous a amené, que ce soit au niveau du laboratoire de la marche, et il nous a permis aussi de développer la chirurgie de cancérologie pédiatrique, ainsi que la scoliose. Donc, c'est lui qui a organisé tout le service et je pense que tous les gens qui travaillent actuellement dans ce service doivent lui être reconnaissants de tout ça. Voilà. Et puis, j'ouvre la discussion à ceux qui auraient des questions sur cette historique, l'évolution, avec certaines erreurs qui ont été commises dans la confection le projet de cet hôpital des enfants, mais qui est pas mal quand même. C'est un hôpital où effectivement on se sent bien, même si on s'y sent trop à l'étroit maintenant. Je vous rappelle que pour poser des questions, il suffit d'ouvrir votre micro et de parler. Pas de questions? Moi, j'ai une petite remarque. Talleyrand, on ne l'a rien fait quand il était enfant et comme il avait les moyens, il s'est fait faire une chaussure orthopédique. Et puis, j'ai vu qu'ensuite, on les opérait. Alors, j'ai oublié en quelle année on a commencé à opérer les pieds beaux, mais j'ai vu Jean-Philippe opérer des pieds beaux. Et puis, récemment, vous avez fait une conférence où on nous explique qu'avec un traitement orthopédique, on traitait la plupart des pieds beaux. Ce qui fait que Talleyrand, on aurait pu le soigner à l'époque, si on avait su ça. Je me trompe? Je pourrais répondre alors. Oui, c'est à toi. C'est que le plâtre n'existait pas sous Talleyrand. Car le traitement des pieds beaux est fait par des plâtres avec lesquels on modèle le pied. Mais le plâtre date bien après, il apparaît au 19e. Belle invention. Fin du 19e. Belle invention, le plâtre. Oui. On avait des chaussures orthopédiques qui pouvaient essayer d'améliorer, mais pas plus. Puis aussi, on a vu apparaître le nom d'Esca en 1895. Ça n'a rien à voir avec Jean Esca, qui a dû être nommé en 1970. C'est l'arrière-grand-père? Je crois que c'est l'arrière-grand-père. Oui. Non, c'est le grand-père. C'est le grand-père. Le grand-père, oui, c'était sa famille, hein, ORL. Ouais. Et entre les deux, donc le fils du grand-père, il était aussi professeur dans les hôpitaux? Alors, il était, Maurice Esca, qui est le père de Jean, était chirurgien des hôpitaux. Il y avait à l'époque des professeurs et des
et des chirurgiens des hôpitaux. Et je crois qu'il était chirurgien des hôpitaux. Je ne sais pas s'il était professeur ou chirurgien des hôpitaux, mais je crois qu'il était chirurgien des hôpitaux. Il me semble qu'il était en anatomie, non? Pour secteur d'anatomie, me semble. Je sais. Jean-Louis Tricouart pourrait nous le dire. Ça. Vous n'avez pas de questions? À un moment donné, tu nous as dit qu'à Bordeaux, ils avaient déjà un service de chirurgie infantile alors qu'on n'en avait pas à Toulouse. Non, ils avaient un hôpital d'enfants. Un hôpital d'enfants, voilà. Par contre, moi, dans les années 1977, j'étais interne à Bordeaux et il n'y avait pas de chirurgie infantile orthopédique. C'était les adultes qui opéraient les enfants. À part, il y en avait un qui était arrivé, mais enfin, ce n'était pas organisé. Donc, peut-être que l'orthopédie infantile a été organisée assez tôt à Toulouse par rapport aux autres. Me trompe-je? Alors, la réponse, elle est double pour Bordeaux. Un, je te rappelle que la chirurgie infantile, c'est de la chirurgie générale. Et qu'il y avait un accord pour que cette chirurgie générale fasse aussi bien l'orthopédie que le viscéral. C'était possible à l'époque. Mais à Bordeaux, ils avaient des chirurgiens orthopédistes qui s'étaient intéressés et donc ils avaient recueilli la clientèle. Et puis après, ils ont eu un très bon patron de chirurgie infantile orthopédique. Malheureusement, c'est le cas d'Aldibert. C'est le même cas. Il est mort tôt, il s'est noyé dans le bassin d'Arcachon. Ah oui. Oui. Il s'appelait un nom en haut. Il s'appelait, je ne sais plus. Oui. Oui. Il s'est noyé et donc arrêt de l'orthopédie pédiatrique. Qui ne tient donc que sur une seule personne. Voilà. Ça, et donc, il ne faut pas. Et tu nous confirmes que M. Pasquier faisait de la chirurgie générale au début. Il n'a pas tout le temps été orthopédiste. Tous. Mais moi aussi. J'ai fait des internes. Mais j'ai fait des atrésies d'œsophage en tant que chef de clinique. Mais ça ne me passionnait pas. Et si je pouvais le donner à Weiss, j'étais très content. Mais à l'époque, le service de M. Pasquier était quand même très spécialisé. Il ne faisait que de l'orthopédie. Lui ne faisait que de l'orthopédie. Quand je suis arrivé, 77. Lui ne faisait que... Oui. Et on avait un accord avec Jusqui pour faire le viscéral. D'accord. Mais ce n'était pas officiel. Ah oui, d'accord. Ce n'était pas officiel. C'était un arrangement. C'est un arrangement. Après, on l'a rendu officiel. D'autres questions? Moi, je me permets simplement d'intervenir. Je suis aussi un élève de Jean-Philippe Cahuzac. Pour moi, aujourd'hui, c'est une journée historique parce que Jean-Philippe, je viens de terminer il y a 1 heure ma dernière intervention chirurgicale. Je suis enfin à la retraite. Mais alors, on ne sait pas si on doit. C'est pas pour ça que j'interviens, c'est pour dire combien il y a eu la révolution en cancérologie quand est apparu les premiers travaux de Rosen, qu'on a pris d'ailleurs pour Jean Foutre, qu'on a pris pour que quelqu'un qui mentait. Et il a fallu que certains chirurgiens français traversent l'Atlantique, sont allés vérifier la véracité de ces résultats, puisque, en effet, comme l'a dit Jean-Philippe Cahuzac, le traitement de l'ostéosarcome, c'était l'amputation et la radiothérapie du poumon systématique. Je me souviens parfaitement du nom et du prénom des 2 patients que j'ai opérés avant l'arrivée de Rosen, Philippe W et Sandrine T, qui sont, un est encore vivant, je l'ai revu 20 ou 25 ans après, et l'autre, malheureusement, Sandrine T, c'est le début de son nom, bien sûr, est rapidement décédé. Ça a été quelque chose de totalement révolutionnaire. Probablement la même révolution, toute proportion gardée, que ce qu'ont connu nos parents, quand nos ancêtres, un petit peu dans la chirurgie, quand est apparue l'antibiothérapie ou alors l'anesthésie générale. Voilà cette petite connotation personnelle avec le plaisir de revoir Jean-Philippe et de redire que je m'enorgueillis d'être un de ses élèves. Merci Paul, mais c'est vrai qu'on a vécu, toi comme moi, cette période où on a amputé parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et j'ai même fait, je vais te raconter une petite histoire, je ne sais pas ce qu'il s'en souviendrait de ça.
J'avais vu un malade qui avait un ostéosarcome du tibia, pour lequel j'avais projeté une amputation. La famille n'a pas voulu. Et j'ai eu la possibilité de passer par les voies de la justice pour que pendant une période d'1 an, cet enfant ne soit plus sous les ordres de ses parents pour qu'on puisse faire cette chirurgie. C'est affreux quand on y repense, parce que le père avait probablement, qu'est-ce qu'on aurait fait de plus? Rien. Le résultat fut le même, bien sûr. Donc on y croyait, tout en sachant bon, qu'il y a eu un résultat de bon sur 2, mais globalement, c'était 5% de survie. Qui n'étaient peut-être pas des ostéosarcomes. Oh, à l'époque de Paul, si, la napate avait bien progressé. D'autres questions sur la chirurgie infantile en général? Eh bien, merci. Kenza Liman. Tu peux ouvrir ton micro pour lui demander. Non. C'est notre interne. Oui. Oui. Il n'est pas de Toulouse. Elle, si, elle est chez nous. Elle est née à Toulouse. Je lui ai demandé quelle était la chirurgie infantile dans la ville d'où elle vient. C'est pas toujours aussi bien organisé qu'à Toulouse. C'était ça mon message. Je voulais demander à un de nos collègues libanais, mais il vient juste de se débrancher. Bon, mais on va arrêter là alors, puisque vous n'avez plus de questions. Merci à tous d'avoir été présents et comme je vous le rappelle, ça sera donc mis en ligne. Là, c'est Franck. Ah, je le connaissais. Franck, il ne te reconnaissait pas, c'est que tu as déjà beaucoup changé. Il a vieilli. Les poils. Qui c'est celui-là? Je prépare la moustache, j'ai triché. Et quand tu vas aller en Australie, c'est un service de chirurgie infantile où tu vas? Monsieur, vous ne reconnaissez plus votre bureau parce que il y a encore vos affiches, là, vous voyez, avec vos livres. Oui, mais c'est la moustache qui m'a trompé. Je comprends. Vous reconnaissez le bureau, mais pas l'intrus qu'il y a dedans. C'est ça. Allez, au revoir à tout le monde. Au À la revoir. prochaine fois. Vous avez le nouveau programme. J'ai rajouté des conférences qui se sont rajoutées de l'assaut OO. Vous le regarderez. Allez, au revoir. Ravi de vous avoir revu. Au revoir. Merci.